Romain pour cette présentation. Bon, bah, je vais remercier l'association, même si j'en suis le président, mais je tiens tout de même à remercier les bénévoles pour leur implication depuis le début de la crise sanitaire afin de permettre de maintenir l'activité de l'association. Donc, merci à eux, merci aux petites mains qui travaillent dans l'ombre. Donc, aujourd'hui, mon intervention elle est consacrée à Jacques Chérec, donc un personnage important de la vie politique, syndicale lorraine et française, et qui fait partie de mes recherches autour de l'engagement syndical de la CFDT dans les reconversions industrielles de la sidérurgie lorraine, plus particulièrement à Pompey et à Pont-à-Mousson. Donc Jacques Chérec, c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interroger en 2015. Et en fait, c'est un peu grâce à lui si j'ai pu développer mes recherches. Donc aujourd'hui, il est question d'évoquer un homme aux multiples vies, à la fois sidérurgiste, militant et responsable syndical, préfet, ministre et responsable politique territorial. Donc c'est un parcours surprenant qui, comme Romain l'a dit dans l'introduction, n'a pas de semblable de nos jours. Donc, quelques jours après son décès, survenu le 24 décembre 2017, le Républicain titre en ligne voilà, le métallo devenu ministre, du métallo au ministre, une seule trajectoire. Donc, Jacques Chérec, la Lorraine, pour Jacques Chérec, c'est une région très importante. Il milite pour la Lorraine depuis le début de sa carrière de militant syndical. Elle est son laboratoire d'expérimentation où il essaye de mettre en œuvre ses idées et innovations en essuyant quand même beaucoup de critiques, notamment dans les méthodes de reconversion des sites sidérurgiques lorrains dans les années 80. Donc l'enjeu d'aujourd'hui est de revenir sur le parcours de Jacques Chérec au fil de ses responsabilités afin de mettre en exergue une possible forme de culture syndicale et politique de la reconversion et des territoires, tout en envisageant s'il existe encore aujourd'hui un héritage Jacques Chérec. Donc pour ça, je reviendrai sur sa biographie avec ses premiers engagements, son parcours professionnel. J'étudierai ses analyses sur les mutations industrielles et les traductions syndicales que l'on y trouve à la CFDT. Et enfin, je finirai en évoquant ses participations politiques au niveau de la Lorraine et au niveau de la France en tant que préfet et ministre dans le cadre des initiatives concernant les reconversions industrielles et l'aménagement du territoire. Donc, je vais attaquer par ma première partie qui s'intitule « L'engagement pour les autres, une profession de foi ». Donc, Jacques Chérec est né à Dijon le 9 septembre 1928. Il passe une partie de son enfance chez ses grands-parents à Champenoux, en Lorraine. Donc, il y apprend le métier de la ferme, dans la ferme de ses futurs beaux-parents. Donc, son enfance est quand même marquée par une activité scout, donc chez les Scouts de France, vous voyez le logo sur le PowerPoint. Donc, il intègre la troupe de Champenoux créée en 1939 par l'ancien vicaire de Pompey, et il y apprend l'honnêteté, la droiture, le sens de l'organisation et de l'engagement, ainsi que la fraternité et l'altruisme. Il obtient le certificat d'études en 1939. En 1942, il entre à l'école Saint-Sigisbert à Nancy pour préparer un bac C, qui est l'équivalent du bac scientifique aujourd'hui. Il décide de faire son service militaire chez les parachutistes. Donc, il le dit lui-même, fidèle au scoutisme et ayant l'esprit d'aventure, il trouve à cette époque dans la vie militaire un prolongement du mouvement scout. Après avoir été tenté par une carrière d'officier, il rentre du service militaire en 1949, il rejoint la Lorraine et cherche du travail. Il se présente aux aciéries de Pompey. L'usine est alors en pleine mutation industrielle pour devenir la grande usine d'aciers spéciaux que l'on connaît. Jacques Chérec est embauché comme OS, au service thermique, qui est un nouveau service chargé de mesurer et de rationaliser l'énergie. Il devient technicien, mais il souhaite davantage de perspectives de carrière. C'est alors qu'il profite des projets de modernisation de l'usine et demande sa mutation au service aciérie, qui est sous la responsabilité d'un ingénieur divisionnaire très connu à Pompey, qui s'appelle Louis Lambert et que l'on surnomme le Lion. Donc, ce dernier est chargé de mener à bien la mutation de l'aciérie de Pompey vers les aciers spéciaux. Et pour ce faire, Louis Lambert souhaite confier la responsabilité des nouvelles installations à une nouvelle génération de cadres et de techniciens qui apparaît rapidement aux commandes de l'usine et dont fera partie Jacques Chérec. Donc Jacques Chérec est muté au service aciérie et il apprend sur le terrain le métier de sidérurgiste. Durant 2 ans, il travaille en poste sur un four.
En parallèle, il prend des cours du soir à l'école de la sidérurgie régionale à Metz, où l'on y forme les futurs contremaîtres et chefs de fabrication. En 1956, Jacques Chérec devient contremaître sur le four électrique et en 1959, il devient chef de fabrication au four Martin. En 1962, on lui propose d'effectuer une mission d'assistance au Pays Basque espagnol dans une usine qui fabrique de l'acier pour les pneus X de Michelin. Donc il accepte et il revient en 1963 à l'usine de Pompey, mais la direction, à son retour, lui propose de devenir chef des services de sécurité de l'usine. Après avoir hésité, il refuse cette proposition et il quitte les aciéries de Pompey en 1965 afin de poursuivre son activité syndicale. L'engagement syndical de Jacques Chérec est une forme de suite logique à son passé de scout. Après s'être occupé de la troupe de Champenoux, il s'occupe de la troupe de Pompey et prend rapidement des responsabilités au niveau du département de la Meurthe-et-Moselle. Il voit dans ces différentes responsabilités le moyen d'agir concrètement, notamment dans les problèmes de la société du temps. Avec sa femme, Elisabeth, il s'engage dans le mouvement Vie Nouvelle, où tous deux ils prennent conscience de ces problèmes et où ils vont essayer d'agir pour cela. Son action syndicale l'incitera plus tard à se rapprocher davantage de l'ACO, l'Action catholique ouvrière, où beaucoup de militants chrétiens de la CFTC sont présents. La question syndicale, de l'action syndicale se pose dès lors qu'un aumônier de l'ACO énonce cette réflexion suivante, je cite, « Dans la vie, on est soit un parasite, soit un militant. » Alors, le couple se rend compte que leur engagement n'est pas à la hauteur des enjeux des réalités de leur vie ouvrière. Lors d'une grève en 1959 aux aciéries de Pompey, Jacques Chérec trouve un écho à ces questionnements, mais ne parvient pas à trouver des réponses syndicales. Donc Jacques Chérec et la génération de trentenaires qui constituent le nouvel encadrement à Pompey sont alors en porte-à-faux car ils trouvent cette grève ouvrière légitime, mais leur syndicat, la CGC, ne veut pas s'impliquer davantage pour des raisons catégorielles. Ils ne veulent pas non plus être assimilés au patron de l'entreprise par les grévistes. Alors, le groupe de cadres décide donc de prospecter du côté des autres organisations syndicales ouvrières existantes. 3 réunions sont organisées avec un permanent de Force ouvrière, de la CGT et de la CFTC. C'est René Carême, alors permanent du syndicat des métaux de Meurthe-et-Moselle, qui vient apporter des informations concernant la CFTC, qui est, à la fin des années 50, au début de son évolution idéologique, qui va conduire au congrès extraordinaire de 1964, celui de la déconfessionnalisation et de la scission entre la CFTC maintenue et la nouvelle CFDT. Donc René Carême explique à la nouvelle génération de trentenaires ce processus de transformation en cours en faveur d'un syndicalisme démocratique dénué des références chrétiennes. Il montre également que l'objectif est de parvenir à concilier défense des intérêts des salariés et transformation de la société. Ce discours, avant-gardiste et novateur pour l'époque, séduit les cadres et Jacques Chérec, bien que certains soient réticents vis-à-vis de l'étiquette chrétienne ou vis-à-vis de la tonalité politique du discours qui est tenu. Après quelques discussions, le syndicat CFTC de Pompey est créé en 1959 sous l'impulsion de Jacques Chérec. Le syndicat présente une liste aux élections des délégués du personnel dans le collège ingénieur et le collège ETAM. Donc ETAM, ça veut dire employés, techniciens et agents de maîtrise et de maintenance. Ils y obtiennent la quasi-totalité des sièges, sauf chez les ingénieurs. L'objectif suivant est l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise. Mais le syndicat CFTC Pompey doit aussi être représenté chez les ouvriers. C'est un terrain qui est bien occupé par la CGT, qui est mené à l'époque par Jean Colson. Afin de barrer la route à la CFTC, Jean Colson propose à Antoine Troglitch, qui est syndiqué à la CGT et ouvrier à la série Martin, de prendre la tête de la section CGT ouvrier de Pompey. Mais la cellule PC, donc Parti communiste de l'usine de Pompey, est en désaccord avec ceci car Antoine Troglitch est un jossiste, donc un chrétien. Ce dernier ne peut pas rester à la CGT. Donc Antoine Troglitch connaît très bien Jacques Chérec, ainsi qu'un bon nombre de militants et d'adhérents de la CFTC Pompey, car ce sont des compagnons de la JOC. Avant l'été 1960, il demande son adhésion à la CFTC et constitue la section ouvrier CFTC à Pompey. La CFTC remporte 40% des sièges en 1960
aux élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise. Jacques Chirac et Antoine Troglitch sont très actifs dans le syndicat à Pompey. Ils se font repérer dans l'organisation CFTC aux côtés de nombreux militants comme Roger Brich, Yvon Tondon, Jean-Paul Vinchelin et bien d'autres militants de la CFTC Sidérurgie Lorraine. Ils forment, eux seuls, ils forment une génération de militants à part entière. Elle va bénéficier du travail de la première génération de militants, incarnée par Eugène Descamps, René Carême, Walter Paigny, et avec qui elle permet le dynamisme de la CFTC Sidérurgie Lorraine, syndicat régional créé en 1961 et qui rassemble toutes les sections sidérurgiques CFTC de toute la sidérurgie lorraine. Donc, toutes les sections CFTC de toutes les usines sont centralisées dans un même syndicat. Ce syndicat deviendra sans difficulté le syndicat CFDT Sidérurgie Lorraine après 1964 et l'évolution de la centrale syndicale. Étant en déplacement en Espagne en 1962, Jacques Chirac laisse le soin à Tony Troglitch de gérer les affaires de la section. Donc c'est tout un travail de terrain, une attention particulière portée aux problèmes concrets des travailleurs et un dynamisme d'équipe qui fait le succès de 1962, date à laquelle la CFTC devient majoritaire à Pompey. Le retour de Jacques Chirac en Lorraine se fait avec une opportunité venue de Jean Maire, qui est le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CFTC. Ce dernier lui propose de le rejoindre à Paris avec l'idée de le succéder à l'issue du congrès de 1968. Suite au congrès fédéral de 1965 de Vincennes, il est décidé que Jacques Chirac soit permanent national à mi-temps, chargé des étames, des cadres et des ingénieurs, ce qui lui permet de rester permanent de la sidérurgie du Sud Meurthe-et-Moselle. Donc, ceci est un compromis trouvé avec les militants lorrains qui ne souhaitent pas le départ de Jacques Chirac à Paris en raison du contexte social et industriel en Lorraine et en raison du contexte de la CFTC en Lorraine également, lié à la déconfessionnalisation en 1964 et à la transformation de la centrale chrétienne en CFDT. Donc Jacques Chirac, comme je l'ai dit tout à l'heure, quitte les aciéries de Pompey en 1965 après 16 ans de service dans l'usine. Durant ces premières années de responsabilité nationale, il y a deux conflits qui, selon moi, forgent les théories de Jacques Chirac sur les mutations industrielles en France. Ceci va largement influencer la posture de la Fédération de la métallurgie dans les années suivantes. Il y a tout d'abord le conflit des mensuels des chantiers de Saint-Nazaire qui se déclenche en mars 1967. 3200 mensuels des chantiers de Saint-Nazaire entament une grève au début du mois de mars 1967 pour réclamer l'alignement de leurs salaires sur ceux de la région parisienne et exigent une discussion sur leurs salaires réels. Jacques Chirac y est envoyé par Jean Maire, et là, le parler vrai, hein, la franchise que l'on connaît de Jacques Chirac, se manifeste dans un discours qui est copieusement sifflé. Derrière les revendications salariales, Jacques Chirac voit que se profile la question d'une mutation industrielle induisant une modification du travail et du rôle des ouvriers. Je le cite, « En allant avec eux, j'ai passé du temps, des heures et des jours. J'ai découvert finalement que ce qui était en cause, c'était l'évolution et la mutation de la fabrication des bateaux. C'était l'amorce de la fabrication des bateaux à la chaîne. J'ai essayé de mettre en avant une évolution des formes productives. » Donc, je ne vais pas aller plus loin pour ce conflit, car le deuxième conflit que je vais énoncer tout de suite m'intéresse plus largement, puisque je l'ai largement étudié dans mes recherches en doctorat. Donc, ce deuxième conflit, c'est le conflit de la sidérurgie lorraine d'avril-mai 1967. Jacques Chirac retourne en Lorraine juste après le conflit de Saint-Nazaire pour suivre ce conflit de la sidérurgie pour le compte de la Fédération de la métallurgie. Donc, c'est un conflit majeur pour l'histoire sociale de la Lorraine et pour les sidérurgistes. Il apparaît dans l'inconscient collectif comme le mai 68 des sidérurgistes lorrains. Pourquoi? Parce que c'est un conflit qui dure quasiment un mois, du 1er avril au 4 mai 1967. Mais le tableau que je vous projette sur le PowerPoint montre que dans certaines usines, il n'y a pas eu de grève ou que la grève a été limitée à quelques jours ou à quelques heures. Donc, ce tableau que j'ai extrait des archives de la Fédération de la FGMM, donc la Fédération Générale de la Métallurgie et des mines métallurgie, montre bien que ce n'est pas
ce n'est pas un mois complet de grève où la sidérurgie lorraine a été en grève. Il y a quand même des petites nuances suivant les usines. Donc, comment ce conflit se déclenche? Donc, il se déclenche suite à la signature de la convention État-sidérurgie le 29 juillet 1966 entre le patronat de la sidérurgie et le gouvernement. Donc, ce plan professionnel permet de restructurer le secteur sidérurgique, d'améliorer sa productivité, de s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles conditions de marché. Il suppose une diminution des effectifs de 15 à 20 000 personnes en Lorraine par des arrêts d'embauche, des retraites et des départs volontaires. Donc, selon Jacques Chirac, la CFDT est complètement partie prenante sur la vision économique et la vision industrielle de ce plan professionnel. Mais ce que la CFDT dénonce, c'est l'absence d'une vision sociale. En effet, le gouvernement laisse la négociation des aspects sociaux au patronat, qui est représenté par l'ACIMILOR, le patronat lorrain de la sidérurgie, et les organisations syndicales. Donc, ces négociations se tiendront d'octobre 1966 à juillet 1967. Mais dans un second temps, une grève est déclenchée par les mineurs de fer lorrains le 1er avril 1967. Ces derniers protestent contre des licenciements et des mesures de restructuration dans leur secteur qui connaît lui aussi des difficultés en raison d'une baisse des coûts du transport qui profite davantage aux minerais de fer étrangers lorrains qui sont beaucoup plus riches en fer que le minerai de fer lorrain. Mais lorsque les mineurs de fer se mettent en grève, les négociations sociales entre les organisations syndicales et le patronat de la sidérurgie lorraine ne sont pas encore terminées. Donc la CGT et la CFDT Sidérurgie Lorraine se réunissent à Aumesse le 6 avril 1967. Du fait que les usines sidérurgiques ne sont plus alimentées en minerai de fer, ils décident donc de refuser le chômage par la grève, de mobiliser les travailleurs sur les objectifs revendicatifs propres à chaque organisation et de revendiquer des garanties d'emploi pour l'avenir, comme les mineurs de fer. Donc, ce conflit est le baptême du feu pour la CFDT Sidérurgie Lorraine. Jacques Chirac reconnaît a posteriori que les militants CFDT sont largement en avance sur leur temps et sûrement trop audacieux sur leurs revendications. Donc, durant tout le conflit, la CFDT maintient des revendications strictes. Donc, elle revendique une sidérurgie réorganisée et modernisée et une industrie lorraine diversifiée afin d'en finir avec une situation mono-industrielle. Donc, quand je dis mono-industrielle, j'entends par là une industrie qui est basée uniquement sur les mines et sur la sidérurgie. Et la CFDT souhaite développer les industries de transformation de l'acier. Elle maintient également des revendications sociales, comme la sauvegarde de l'emploi, les retraites, la question des pré-retraites, la réduction du temps de travail afin de limiter l'impact des suppressions d'emplois dans la sidérurgie. Ce qui importe le plus pour la CFDT, c'est la défense de l'emploi pour l'homme et non la défense de l'emploi pour l'outil. Et avec cette phrase, on peut ainsi résumer l'ensemble de l'engagement syndical de la CFDT dans les processus de restructuration et de reconversion industrielle en Lorraine et en France. Donc, selon Jacques Chirac et Roger Brich, notamment, un de ses plus fidèles frères d'armes, le conflit d'avril-mai 1967 se termine sur la base de revendications catégorielles, celles de la CGT, donc des revendications qui peuvent être négociées localement dans les entreprises, comme l'augmentation de salaire ou l'amélioration des conditions de travail. Mais la CGT veut aller plus loin. Elle propose d'aller plus loin en souhaitant un débat sur l'avenir de la sidérurgie française et lorraine. Et c'est tout le travail qui va être fait par la suite par la CFDT et son équipe de négociation. Donc Jacques Chirac fait partie de cette équipe qui négocie avec le patronat à la suite de ce conflit, mais les choses piétinent. Alors, avec Roger Brich, il décide de rédiger un courrier le 8 juillet 1967 à destination du nouveau secrétaire d'État à l'emploi qui est Jacques Chirac. Dans ce courrier, ils décrivent les positions de la CFDT au sujet de la nécessaire modernisation de la sidérurgie lorraine, de l'importance de l'emploi dans la région et de la participation du gouvernement dans l'élaboration du volet social du plan professionnel. Jacques Chirac se déplace en Lorraine le 18 juillet 1967. Il rencontre les délégations syndicales et suite à ça, il ouvre des discussions paritaires entre syndicats, patronat et gouvernement. Elles se tiennent les 18, 21 et 22 juillet 1967.
La convention sociale est signée par la CFDT, la CGC, FO et la Similor le 27 juillet 1967 à Metz. Selon Jacques Chirac, c'est une victoire importante car pour la première fois, les organisations syndicales sont vues par le gouvernement comme des interlocuteurs sérieux, ce qui a permis et ce qui a obligé le patronat à négocier sur un volet social. Cette convention instaure notamment le principe de cessation anticipée d'activité, hein, la pré-retraite à 60 ans, le principe de mutation interne et le principe de mutation concertée, ainsi que l'instauration d'une commission paritaire de l'emploi régional. Durant ce conflit, la stratégie du syndicat régional de la CFDT Sidérurgie-Lorraine se traduit à la fois sur des problèmes généraux comme les salaires, les conditions de travail, les libertés syndicales, mais aussi sur des problèmes d'emploi liés aux transformations industrielles du secteur sidérurgique. La posture de Jacques Chirac et de la CFDT se traduit par cette formule, par ces mots suivants: accepter le progrès technique, les réformes structurelles et industrielles et œuvrer pour limiter les effets négatifs sur l'homme et permettre à l'homme de bénéficier de toutes les garanties sociales et d'emploi nécessaires. La CFDT se démarque et procède à une mise en perspective de l'action revendicative qui permet de surmonter des revendications catégorielles classiques pour défendre une vision d'avenir pour la sidérurgie et ses travailleurs. Deux éléments prouvent la singularité de Jacques Chirac et de la CFDT à propos de ce conflit. Un humanisme, un respect de la dignité des travailleurs et une volonté de voir ces derniers participer à leur destin. Tout ceci est illustré dans une lettre de Jacques Chirac, parue dans Le Monde le 22 juillet 1967. Il y met en avant le droit au travail, qui est un droit fondamental. Tout doit être fait pour assurer la complète dignité humaine qui passe par des garanties d'emploi et de promotion sociale en cas de déclassement et de déplacement géographique. La suite de la lettre montre les aspirations de la CFDT et Jacques Chirac annonce les bases du socialisme démocratique et de la participation des travailleurs à la vie économique, industrielle, politique et sociale un an avant mai 68. Donc là, je cite ce qu'il écrit, mais au-delà de la participation des travailleurs aux décisions économiques qui bouleversent leur avenir et de leur participation aux progrès réalisés, il paraît nécessaire que ces mêmes travailleurs aient en plus une possibilité réelle d'intervention dans les décisions concernant l'entreprise, tant au niveau régional qu'au niveau national. Il ne saurait pour autant être question de nier ni la nécessité du progrès technique, seule voie par laquelle peut passer le progrès social, ni les contraintes de la conjoncture économique, ni la nécessité des réformes de structure de la sidérurgie, déjà trop tardives à cause d'une anarchie des investissements et d'une concurrence nationale et internationale et désordonnée. On voit par ces derniers mots les critiques faites au sujet des problèmes structurels du secteur de la sidérurgie qui seront reprises plus tard dans les années 1970. Donc, le principe et les théories développées par Jacques Chirac durant ces deux conflits imprègnent de façon très large la Fédération de la métallurgie et la CFDT dans les années à venir. Ceci va conduire à une mise en avant des principes de transformation de l'industrie française, tout comme la démocratisation des luttes sociales, la volonté de faire participer les travailleurs à la vie économique, sociale et industrielle, et à la mise en avant de l'importance de la dignité humaine de ces travailleurs. En somme, c'est toute une nouvelle approche syndicale qui apparaît à la fédération et qui se concrétise au niveau confédéral avec le 31e congrès confédéral en mai 1970, avec l'adoption du socialisme démocratique et de ses trois piliers, l'autogestion, la socialisation des moyens de production et la planification démocratique. Donc, en mai 1971, c'est au congrès fédéral de Dijon que Jacques Chirac devient le secrétaire général de la FGM-CFDT, l'obligeant à quitter la Lorraine pour s'installer à Paris avec sa famille. Il assure cette fonction jusqu'en 1979. En 1970, Jacques Chirac est élu au Bureau national confédéral et de 1974 à 1979, il représente la CFDT au Conseil économique et social, siégeant à la section du développement industriel. Jacques Chirac et Jean Maire, son prédécesseur, ont sorti la Fédération de la métallurgie du schéma d'action et de revendication qui reposait sur des emplois classiques avec une vision centrée
autour de l'ouvrier professionnel. C'est durant les années 70 que la FGM-CFDT va moderniser son approche syndicale vis-à-vis des problèmes que connaît l'industrie française. Jacques Chirac comprend dès les années 60 qu'une mutation est en cours dans l'industrie française. Elle touche l'organisation des entreprises, mais aussi l'organisation internationale du travail et la structure des ouvriers. Ce genre de questionnement, c'était pas, Jacques Chirac m'a précisé que ce n'était pas dans la tradition syndicale. C'est vraiment la CFDT qui a amené ces questionnements dans l'univers syndical, la question des mutations industrielles. Donc, Jacques Chirac propose, en parallèle des mutations industrielles, qu'il existe une mutation des qualifications avec l'apparition de nouvelles catégories de travailleurs, donc les femmes dans l'électronique ou dans l'informatique, les immigrés chez les OS dans l'automobile, les techniciens et les agents de maintenance. La FGM-CFDT va donc élaborer toute une politique syndicale et revendicative envers ces nouvelles catégories de travailleurs, avec une lutte pour une classification nationale, avec la mise en avant d'un statut unique du métallurgiste, donc qui va de l'OS à l'ingénieur, et la mensualisation pour les ouvriers. Ces nouvelles catégories de travailleurs vont venir garnir les rangs de la CFDT après les luttes de mai 68 et dans les années 70. Ils se retrouvent dans ce nouveau syndicalisme ouvert et combatif, capable de traduire les aspirations de la société en revendications concrètes. Grâce à un important travail de terrain, la FGM-CFDT et la centrale syndicale, la CFDT, vont de manière générale connaître une augmentation des effectifs et une augmentation des créations de sections syndicales. Le poids de la Fédération de la métallurgie s'est considérablement renforcé au sein de la CFDT. En 1970, elle regroupe près du 5e des effectifs confédéraux. Elle va également moderniser ses structures et une des modernisations majeures est permise par la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise avec la loi de décembre 1968 et la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise avec la loi de septembre 1969. Et donc, la section syndicale d'entreprise va devenir le point d'appui de toute une nouvelle approche du syndicalisme à la CFDT et à la FGM-CFDT en faveur du syndicalisme d'industrie, en faveur de la fédération d'industrie. Donc, durant ces années de mandat, d'autres chantiers et dossiers occupent Jacques Chirac, notamment le conflit LIP de 1973 à 1976, c'est un des principaux protagonistes aux côtés d'autres responsables de la fédération comme Roger Brich, Albert Mercier, Fredo Moutet. Mais bon, je n'en dirai pas plus sur ce conflit puisque je ne l'ai pas tellement abordé dans mes recherches. Mais néanmoins, la FGM-CFDT, avec à sa tête Jacques Chirac, pointe du doigt tous les problèmes liés à la Lorraine, à sa situation mono-industrielle, mais aussi tous les problèmes qui sont en cours dans l'industrie française. La crise économique liée au choc pétrolier de 1973 a des incidences notables sur l'industrie française et sur la sidérurgie lorraine en particulier. Elle se trouve handicapée, selon la FGM-CFDT, par 3 causes principales, qui est donc l'anarchie de la sidérurgie française, donc qui est traduite par un manque de cohérence dans les investissements patronaux, le conservatisme technique, qui est traduit par un manque de recherche et développement dans la sidérurgie, et l'absence d'intégration régionale, industrielle et commerciale qui renvoie à des faiblesses sur la prise en compte de la cohérence des enjeux socio-économiques des territoires. Donc, on peut constater que le discours syndical de la FGM-CFDT, des militants sidérurgistes lorrains et de Jacques Chirac s'inspire largement de tout ce qui a été acquis en termes d'expérience syndicale depuis les années 70, et ça va se traduire dans les années 70, depuis les années 60, et ça va se traduire dans les années 70. Donc, mes recherches ont mis en évidence la construction d'une politique industrielle dans les années 70 avec une attention portée à la recherche-développement et aux innovations technologiques dans la sidérurgie. En 1979, cette politique trouve un aboutissement dans un document qui, moi, me paraît essentiel, donc vous l'avez à l'écran sur le PowerPoint, et qui s'intitule « Avenir de la sidérurgie, proposition syndicale de la FGM-CFDT ». Dans ce document, tout en mentionnant l'impact du contexte industriel mondial et européen,
la FGM-CFDT est en mesure d'élaborer le constat précis d'une situation industrielle qui se dégrade dans la sidérurgie et elle est en mesure de proposer des solutions et des alternatives solides pour le secteur de la sidérurgie face au plan de restructuration du gouvernement Barre à partir de 1978. Ce qu'elle propose, c'est une sidérurgie modernisée, intégrée industriellement et régionalement, restructurée en prenant soin de protéger au maximum les travailleurs face aux licenciements et suppressions de postes. Donc, mes travaux de recherche ont permis également de remarquer une méthodologie similaire en Lorraine avec la production d'un document dont vous voyez la première de couverture sur le PowerPoint, donc, qui a été publié en 1981 et qui s'intitule « Sidérurgie Lorraine, métallurgie, mine de fer, enjeux, exigences à venir ». On voit donc dans ces deux documents tous les problèmes et les recommandations pour y remédier mis en évidence depuis les années 60 par Jacques Chérec et une partie des militants de la sidérurgie lorraine et une partie des sidérurgistes de la FGM-CFDT. Par ailleurs, on retrouve la même démarche dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, ainsi que de la construction navale, avec la production de documents similaires adaptés à ces industries en question. Donc, de ce fait, on peut affirmer que la méthodologie réalisée dans la branche sidérurgie de la FGM-CFDT a largement transpiré au-delà du secteur et d'autres branches se sont inspirées de cette méthodologie, ce qui prouve que la FGM-CFDT a réussi à expérimenter une nouvelle façon de concevoir et de pratiquer le syndicalisme, donc à savoir une action syndicale qui se fonde plus qu'ailleurs sur des réalités industrielles et sur des propositions syndicales et moins sur une idéologie politique et théorique. Donc, Jacques Chérec a également beaucoup œuvré pour l'implication de la FGM dans les relations syndicales internationales, ce qui lui permettra d'accéder au congrès de Brest en 1979 à la commission exécutive confédérale comme secrétaire général adjoint de la CFDT en charge des relations internationales. Donc, je n'irai pas plus loin sur ce qu'a fait Jacques Chérec dans les relations syndicales internationales. Je vous renvoie à son livre, donc La rage de fer, où il décrit très bien tout ce qu'il a fait dans ce secteur. Je vais passer à la deuxième partie de mon propos, donc la politique, un prolongement de l'engagement. Donc, l'implication politique de Jacques Chirac connaît plusieurs temps. Donc déjà, il prend part aux Assises du socialisme à l'automne 1974, où les forces du PSU de Michel Rocard, les forces du Parti socialiste et les forces des organisations comme la CFDT, l'ACO ou le Témoignage chrétien s'allient autour du projet de François Mitterrand afin de recomposer les forces socialistes. Cette manœuvre politicienne de François Mitterrand conduit Jacques Chirac à préciser a posteriori que l'objectif final était de mettre la main sur ces nouvelles forces politiques en présence. Cette implication de la CFDT dans cette entreprise politique fait dire à Jacques Chirac que la CFDT a franchi la ligne jaune et que, avec la mise en avant de l'autogestion, la centrale syndicale, je cite, avait pris une posture presque celle d'un parti politique. Donc, ceci amène le rapport Moreau défendu au congrès d'Annecy en 1976, qui vise un retour de l'indépendance syndicale vis-à-vis du politique. Et c'est une idée qui est confirmée avec le congrès du recentrage de Brest en 1979. Donc, j'en dirai pas plus sur ce point. Je préfère davantage axer mon propos autour de la fonction de préfet et de ministre qu'a occupé Jacques Chirac, afin de vraiment vous montrer comment il développe sa culture de la reconversion industrielle et de la reconversion territoriale en Lorraine. Donc, après le plan acier de 1982, qui est un coup dur pour la Lorraine. 1983, le tournant de la rigueur dans le septennat de François Mitterrand. Ceci annonce le plan acier en 1984. Donc, sur le PowerPoint, vous avez un tableau qui résume à peu près le plan de 82 et de 84 et les incidences que ça a sur les sites sidérurgiques lorrains. Donc, le plan acier de 1984 est un moment de vérité car il va restructurer en profondeur la sidérurgie française et lorraine afin de regrouper les meilleurs produits sur les meilleurs outils. Donc, cette politique de restructuration et de fermeture de sites
va avoir des impacts sur les territoires où des bassins sidérurgiques font vivre des milliers de foyers. La question sociale est primordiale et doit être prise en compte selon Jacques Chirac. Néanmoins, le plan acier de 84 ne fait pas l'unanimité en Lorraine. En réponse à ce plan, les organisations syndicales appellent à la grève générale et à une grande manifestation le 4 avril 1984. Donc vous avez là, sur la gauche, je reviens un peu en arrière, une photo de la manifestation du 4 avril 1984. On voit là une banderole CFDT, Pompée doit vivre. Donc, Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, envoie Jacques Chirac en Lorraine. Donc, le numéro 2 de la centrale se discute avec les responsables syndicaux de la sidérurgie lorraine, la veille de la manifestation, le 3 avril. Donc, je cite, je passe la soirée avec ce que j'appelle l'exécutif de la sidérurgie. Donc, il souhaite discuter avec eux de ce qu'ils pensent de ce plan acier de 1984. Il ne veut pas s'exprimer en leur nom sans avoir leur aval sur le discours qu'il va prononcer. Donc, Jacques Chirac leur présente la situation et si l'on en croit les sources, la franchise et le parler vrai, le franc-parler de Jacques Chirac s'opère. Je cite, « C'est à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas d'accord sur le fond, je ne prendrai pas la parole. Pour les questions de forme, on peut toujours les ajuster. » Donc la discussion dure la nuit entière. Donc les militants CFDT de la sidérurgie lorraine et Jacques Chirac tombent d'accord. Ils admettent le principe de regroupement et de concentration, mais ces manœuvres-là doivent faire l'objet de négociations, tout comme les conséquences sociales et les stratégies de redéveloppement. Donc ils souhaitent une politique alternative avec une diversification des activités industrielles et un accompagnement de la reconversion et de l'évolution sociale des sidérurgistes avec la CGPS. Donc, la CGPS qui est la Convention générale de protection de la sidérurgie, donc, qui a été, la première CGPS a été signée en 1979, elle sera reconduite en 81, en 83, elle sera reconduite en 84. Donc, je reviens à Jacques Chirac, à ce discours du 4 avril 1984, qui est un événement fondamental pour la Lorraine, son histoire sociale, mais aussi c'est un événement pour la CFDT, car dans ce discours, toute la réflexion concernant les mutations industrielles et la reconversion des sidérurgistes se cristallise à ce moment-là. Donc, dans ce discours, Jacques Chirac pointe la politique industrielle du patronat et des gouvernements successifs qui conduit à la situation des années 80. Je cite ce discours, c'est cette politique-là des années 60 aux années 80, faite d'imprévoyance, de rivalité et de laisser-faire, qui, pour l'essentiel, a placé la Lorraine dans cette situation désastreuse. On voit bien que Jacques Chirac pointe du doigt tout ce qui a été fait par les gouvernements et par le patronat de la sidérurgie, qui a laissé une situation vraiment désastreuse pour la sidérurgie lorraine. Et cette situation exige, selon lui, des moyens plus que des espoirs et des promesses, et une force sociale afin de construire une alternative positive pour maintenir en Lorraine une sidérurgie moderne et efficace. Donc Jacques Chirac défend la position de la CFDT et de la CFDT sidérurgie lorraine et l'issue qu'elle propose, à savoir un plan d'industrialisation, de diversification et de développement de la Lorraine qui doit être exigé des travailleurs et des travailleuses. Outre la croyance en un avenir pour la Lorraine, ce projet nécessite plusieurs choses. La première, c'est un fonds régional d'investissement. La deuxième, un soutien public et politique qui passe par des décisions gouvernementales afin d'orienter la France et la Lorraine vers des productions industrielles de pointe comme la micro-informatique ou la mécanique. Ce projet implique aussi une vision régionale intégrée avec une ouverture européenne et une coopération de tous les responsables politiques, économiques et sociaux de la vie régionale. Une partie de l'audience n'est pas de l'avis de Jacques Chirac, qui dévoile une position à contre-courant de ce que les Lorrains voulaient entendre, mais je le cite, « J'ai le sentiment d'avoir rempli un devoir de vérité ». Laurent Fabius, ministre de l'Industrie et de la Recherche à cette époque, est envoyé en Lorraine afin de se confronter à la révolte syndicale et ouvrière et afin d'expliquer ce plan acier de 1984. Donc, il se rend à Metz une première fois le 10 avril à la préfecture de région,
où il rencontre les élus locaux de Lorraine, le patronat et les organisations syndicales. Il ne fait pas l'unanimité, hein, il refuse de remettre en cause le plan du gouvernement. La déception est très présente chez les syndicalistes, mais il y a une forme de détermination. C'est un sentiment qui est partagé par les élus, hein, de la région et qui voit en la journée du 13 avril 1984, qui correspond à la grande marche des sidérurgistes sur Paris, comme le dernier baroud d'honneur pour l'avenir de la sidérurgie lorraine. Donc là, dans une précédente diapositive, hein, j'avais mis, alors c'est ici, voilà, j'avais mis une couverture du Républicain lorrain, voilà, qui montre le cortège des sidérurgistes lorrains à Paris. Hein, ils étaient 60 000. Voilà, donc un grand cortège qui s'est déplacé dans Paris afin de faire entendre la voix de toute la Lorraine. Laurent Fabius souhaite rencontrer Jacques Chérec. Alors, donc Jacques Chérec est en déplacement, est en déplacement aux États-Unis en avril 1984. Ils arrivent à se mettre en relation et Laurent Fabius fait part de son échec à Jacques Chérec, mais il souhaite rebondir sur les aspects de son discours du 4 avril 1984, car il le trouve très intéressant. D'autant plus qu'un bon nombre de parlementaires, dont Yvon Tondon, ancien de la CFDT de Pont-à-Mousson et qui est alors député, se manifestent auprès du gouvernement pour que ce dernier prenne en compte leurs propositions. Donc Jacques Chérec et Laurent Fabius se rencontrent, le responsable syndical lui expose ses points de vue et les points de vue de la CFDT Sidérurgie Lorraine, donc l'acceptation de la modernisation de la sidérurgie et les restructurations, mais aussi l'aboutissement de la CGPS afin de contenir les effets des restructurations sur les hommes, mener une politique de redéploiement industriel afin de développer de nouvelles activités de pointe et y associer les organisations syndicales et les salariés à tout ce projet. Laurent Fabius, de son côté, doit faire admettre les points positifs du plan. Il doit expliquer la compensation des aspects négatifs. Il doit aussi reprendre les discussions sur la CGPS et annoncer la mobilisation de la DATAR, hein, afin que les pôles de conversion de Pierre-Mauroy deviennent des pôles de développement territoriaux. Donc Jacques Chérec réunit une équipe de la FGN qui va collaborer avec une équipe de Laurent Fabius afin de rebondir sur les aspects du discours du 4 avril 1984 et ses grandes orientations, ceci afin de préparer un second déplacement de Laurent Fabius qui sera prévu le 26 avril 1984 et qui se déroule dans de meilleures conditions que le premier. Donc de ce fait, Laurent Fabius souhaite que Jacques Chérec prenne davantage part au développement de la Lorraine et lui propose une mission spéciale à mettre en œuvre en tant que préfet délégué, mais préfet à part entière, justement pour le redéploiement industriel de la Lorraine. Donc Jacques Chérec réfléchit, hein, il prend conseil auprès de ses proches, auprès de son ami Roger Brich, hein, qui lui prouve que c'est lui le meilleur candidat et que c'est une chance pour la Lorraine. Donc après un feu vert à demi-mot de la Confédération et des avis partagés en Lorraine, Jacques Chérec annonce le 2 mai 1984 à Aisne-Montbert qu'il accepte la proposition de Laurent Fabius de devenir préfet délégué au redéploiement industriel en Lorraine. Sa nomination passe au Conseil des ministres le 3 mai 1984. Donc la prise de fonction de Jacques Chérec se fait un peu dans la confusion et dans un manque d'intérêt de l'administration et du préfet de région en Lorraine, mais il a la chance d'avoir à ses côtés une équipe volontaire, où Jean-Luc Marx, son chef de cabinet, qui est devenu préfet de la grande région, de la région Grand Est jusqu'à il y a quelques mois. Il a la chance d'avoir avec lui Bernadette Malgorn, secrétaire générale du SGAR, qui est l'état-major économique du préfet de la région. Et il a la chance aussi d'avoir Jacques Gory, qui est commissaire au développement industriel et qui représente une structure décentralisée de la DATAR. Jacques Chérec se trouve sous l'autorité administrative du ministre de l'Intérieur, mais il est rattaché opérationnellement au ministre de l'Industrie en tant que préfet délégué au préfet de région chargé du redéploiement industriel. Il a une délégation sur les 4 départements de la Lorraine et je tiens à dire que jusqu'à aujourd'hui, Jacques Chérec est le seul personnage à avoir occupé ce type de poste qui a été vraiment taillé pour lui et qui est assez spécial. Donc, dans les premiers mois, Jacques Chérec fait un état des lieux de la situation
dans les 4 départements. Il cherche à identifier les acteurs et les enjeux locaux. Durant plus de 2 mois, le préfet sillonne la Lorraine. Il procède à 130 rencontres qui lui permettent de nouer des contacts et de visualiser l'intégralité des dossiers à traiter dans leur ensemble géographique, économique et social. Jacques Chirac se rend aussi une fois à Paris pour faire le point. Il se rend une fois par mois à Paris pour faire le point avec le chef de cabinet du Premier ministre et les chefs de cabinet des ministères concernés. Après avoir fait cet état des lieux, Jacques Chirac élabore un programme d'action avec son chef de cabinet autour de 3 volets. Le premier, la gestion des conséquences sociales des restructurations. Le deuxième, l'accueil et l'implantation des entreprises alternatives qui doivent représenter environ 4 000 emplois. Et enfin, la couverture régionale avec un intérêt supérieur pour le bassin de Longwy et celui de Pompée. Il constitue son équipe en fonction de ces 3 volets. Donc, vous avez Francis Cuillère et Jacques Cléron qui couvrent les territoires, Bertrand Schwartz et Guilhem Royer qui s'occupent de la formation et de l'application de la CGPS qui va bientôt être signée. Dans un même temps, le contrat de plan État-région 1984-1988 est adopté. Laurent Fabius annonce une rallonge d'1 milliard de francs. Il dote la Lorraine d'un fonds d'industrialisation, le FIL. Il annonce enfin une contribution exceptionnelle à l'emploi dans toutes les communes ayant un certain nombre d'habitants travaillant dans la sidérurgie. Donc l'État va donc prendre en charge durant 3 ans le tiers du coût global de chaque poste créé. C'est 20 000 emplois qui seront ainsi créés sur 5 ans. La CGPS est signée en 1984 sous l'impulsion de Laurent Fabius et de Louis Schweitzer, son directeur de cabinet, qui met tout en œuvre pour que les syndicats puissent signer cette CGPS. La particularité de la démarche de Jacques Chirac, c'est de penser une activité industrielle dans un domaine plus large que la production à proprement parler. Sa vision prend en compte le territoire, vu comme un bassin de vie où les intérêts, facteurs, flux économiques, sociaux et politiques convergent. C'est pour cela que toute une partie de l'action de Jacques Chirac comporte une part non négligeable d'intérêt pour le territoire, car une fermeture d'usine a de toute évidence un impact territorial et social. Plusieurs problématiques composent sa démarche. La première, c'est l'aspect social. Donc la CGPS est là pour régler cette question. Jacques Chirac crée une commission régionale CGPS et des comités tripartites dans tous les bassins de la sidérurgie lorraine. Donc vous en avez à Longwy, à Aumécourt, à Thionville, à Gondange, à Pompée. Ces comités tripartites qui réunissent sous-préfets, syndicats et entreprises procèdent à une méthodologie de reclassement et pour les sidérurgistes qui ont un emploi supprimé. Je le cite, on ne licencie pas sans recaser. Les mesures proposées par la CGPS sont la généralisation de la retraite à 50 ans avec 75% du salaire brut, une retraite de 50 à 55 ans avec 70% du salaire brut et des mesures de formation pour les sidérurgistes qui sont tout simplement licenciés ou qui se voient acquérir un poste laissé vacant par un départ à la retraite. La deuxième problématique de la démarche de Jacques Chirac, c'est le foncier et la gestion des friches industrielles. Donc ces friches-là qui ont été libérées par la fermeture des sites sidérurgiques. Donc Jacques Chirac demande à Laurent Fabius de modifier le statut de l'EPFL, l'établissement public foncier de Lorraine, afin qu'il puisse acquérir ces terrains et devenir maître d'ouvrage. À Pompée, par exemple, il acquiert tous les terrains inutilisés et devient le maître de l'organisation territoriale du site de Pompée. En parallèle, Jacques Chirac crée le comité régional des friches industrielles sous la direction de l'EPFL qui va gérer de 2500 à 3000 hectares de terrain disponibles. La troisième problématique de la démarche de Jacques Chirac, c'est l'attractivité de la région pour que de nouvelles entreprises s'installent et que de nouveaux emplois soient créés. Dans ce domaine, c'est la DATAR qui est sur le coup, qui gère ce dossier pour mobiliser les 4000 emplois qui doivent être localisés en Lorraine. Et donc, c'est la DATAR qui aide à l'implantation de nouvelles activités industrielles en Lorraine. À Pompée, par exemple, la DATAR agit, mais il y a aussi l'action du CAREP qui a été
largement mis en avant par Jacques Chirac. Donc, le CAREP, c'est une structure d'accueil et d'assistance pour les entreprises naissantes, et elles vont aider de nouvelles entreprises à s'implanter sur le territoire de Pompée. Donc, le CAREP existe encore actuellement. Donc, je vais passer à la deuxième partie à la deuxième sous-partie de ma deuxième grande partie, donc, qui s'intitule donc reconversion industrielle et aménagement du territoire, deux faces d'une même pièce. Donc, Pompée, hein, ses aciéries et son territoire représentent un parfait exemple d'application des idées de Jacques Chirac et de la CFDT. Donc, après avoir été racheté par des partenaires concurrents en 1968 et être tombé dans le giron de Sacy-Lor en 1979, les aciéries de Pompée connaissent la succession des plans acier et la révision de ces plans, entraînant un étranglement progressif du site industriel de 1982 à 1987. Donc, arrêt des hauts fourneaux et des installations industrielles, réduction drastique du personnel. Donc, on passe de 3400 salariés en 1982 à 150 salariés en 1987. Donc, en raison de la tension sociale et des enjeux importants du territoire de Pompée, Jacques Chirac en fait un des dossiers majeurs de sa fonction de préfet de délégué au redéploiement industriel. Tout sera fait pour préserver au mieux l'équipe de ce territoire et de pratiquer un aménagement efficace. Donc, la réindustrialisation de Pompée s'est faite en plusieurs temps. La création du CIDES, hein, le syndicat intercommunal de développement économique et social du bassin de Pompée, qui regroupe environ 11 communes du bassin de Pompée, permet, selon Jacques Chirac, d'anticiper les efforts en matière de réflexion entre responsables du monde politique et économique au sujet des futures industries qui vont venir s'implanter dès 1983 sur le site des aciéries de Pompée. La première entreprise à s'implanter, c'est l'usine Clarion France et son centre de recherche. Donc, Clarion France est une filiale du groupe Nissan spécialisée dans la production de postes autoradio. La Datar a joué un grand rôle dans l'implantation de cette entreprise japonaise, bien que ceci inquiète le patronat français, dont le patron de l'entreprise Scholtes, hein, qui voit en cette entreprise une concurrence, hein, sur le marché français de l'électronique. Mais selon Tony Troglic, hein, qui est conseiller général du canton de Pompée à cette époque, cette implantation doit permettre la création de 100 à 200 emplois, essentiellement féminins. Néanmoins, Jacques Chirac reconnaît que ceci n'est pas une débouchée optimale pour les sidérurgistes. Le deuxième temps de la réindustrialisation de Pompée intervient après 1984, lorsque les investissements et les désinvestissements programmés et les choix de stratégie industrielle condamnent définitivement Pompée au profit de la SAFE à Agondange. Une fois les cartes rebattues, Jacques Chirac précise que les premiers éléments de travail, hein, de la Datar, avec l'implantation de Clarion, mais aussi le projet d'une usine de fabrication de boîtes de boissons métalliques, la Sofreb, hein, qui va être une filière de Sacy-Lor et qui va produire des boîtes de boissons en fer blanc, va permettre de bénéficier d'un acquis au moment de l'échec du plan Ascométal en 1985. Donc, l'implantation de la Sofreb va être soutenue par Sacy-Lor, et cette entreprise va être inaugurée par Édith Cresson, qui est ministre de l'Industrie, le 28 mars 1985. Donc là, la Sofreb compte environ 124 salariés, dont 54 sont des anciens des aciéries de Pompée. Donc, Jacques Chirac doit donc orchestrer un certain nombre d'acteurs, hein, afin de réussir le pari de la conversion industrielle et de passer d'une production industrielle qui se mesurait en tonnes à une production industrielle qui se mesure désormais en microns. Lorsque le destin de Pompée est scellé, les divergences syndicales sont au plus haut, la CGT conteste toute forme de reconversion et la CFDT, sous l'impulsion d'Henri Rombach, hein, le secrétaire de la section CFDT, aidé de Bernard Ancet, hein, son adjoint. Donc la CFDT accepte la restructuration de Pompée si cela est accompagné d'un programme d'implantation d'activités alternatives. Donc il y aura beaucoup de choses faites à Pompée, hein, pour permettre aux sidérurgistes de se reconvertir. Donc, il y a de nombreux atouts comme la mission locale de Pompée, le lycée professionnel qui crée une cellule spécifique afin de préparer un CAP en 18 mois pour les futurs salariés de la Sofreb. Il y a un comité tripartite et il y a également les
dispositifs de la CGPS qui permettent de reconvertir les sidérurgistes de Pompey. Et il y a notamment un dispositif, hein, les CFC, hein, les congés formation-conversion, alors qui n'ont pas été acceptés par la CGT et qui l'ont été, hein, par la CFDT. Et donc, une cellule reconversion va être créée à Pompey afin de prendre en charge ces formations et les reclassements donc vers les entreprises qui ont été installées à Pompey, mais aussi vers d'autres usines sidérurgiques, d'autres bassins dans la Lorraine, et aussi vers d'autres unités sidérurgiques en France. Donc, tout ceci fait partie d'une convention spéciale négociée par la CFDT de Pompey auprès d'Édith Cresson. Il faut rajouter également une dotation globale, hein, financée par le patronat, par Sacilor, qui permet de poursuivre les œuvres sociales à Pompey pendant 10 à 15 ans et qui permet de maintenir la mutuelle de Pompey, hein, gérée par la suite par Henri Rombach et qui sera rachetée en 2005 par le groupe Novamut. Donc le pari de la reconversion industrielle à Pompey s'est fait au prix de beaucoup de sacrifices, d'une prise de conscience que la sidérurgie n'est plus forcément l'outil industriel qui fait la croissance d'un bassin, d'une région ou d'un pays. Jacques Chirac le comprend depuis la fin des années 60. Cette théorie lui vaut beaucoup de critiques, d'attaques politiques et d'attaques personnelles. On peut encore voir inscrit sur les murs de Pompey donc des tags, hein, conversion égale trahison ou encore Chirac trahison. D'un point de vue du reclassement des salariés, dans l'état actuel des données et des recherches, on peut nuancer sur la réussite de la reconversion. Donc les CFC, hein, donc les congés de formation conversion pure et non la capitalisation représente un mode de reclassement minoritaire à Pompey, ce qui signifie que beaucoup d'anciens salariés ont décidé de choisir la capitalisation directe, donc à savoir un versement, hein, qui représente 2 ans du salaire, et ces salariés-là ont préféré se débrouiller tout seuls pour se reclasser. Donc c'est ce que je vous montre, hein, sur le PowerPoint, hein. Donc vous voyez que ici, capitalisation directe, vous avez 653 ouvriers à Pompey, hein, qui ont choisi l'argent, alors que vous avez 214 anciens salariés qui sont passés par une méthodologie de reconversion. Donc aujourd'hui, l'ancien site de Pompey s'appelle le parc FL Énergie. Il emploie plus de travailleurs qu'à l'époque des aciéries. Donc, on parle de 5500 emplois répartis sur 242 entreprises. Donc, vous avez toujours la Sofreb qui est encore active et qui est devenue en 2004 Crown Befcan France. Clarion est toujours présente sur le site. Le CIEDIL, entreprise de réinsertion créée par Bernard Ancet, existe toujours. Alors, ce n'est plus une entreprise de réinsertion, mais c'est une entreprise qui est toujours active dans le secteur de la métallerie et de la serrurerie. Et ces anciennes entreprises côtoient de nouvelles entreprises, hein, qui ont été attirées par le CAREP, hein. Vous avez une entreprise d'études géotechniques, d'ETF géotechniques. Encore, vous avez Uniteo qui est experte en optimisation des télécoms. Donc là, sur le PowerPoint, vous pouvez voir la différence en haut entre 1959 avec le site des aciéries de Pompey, hein, vous avez toutes les aciéries sont là, et en bas, en 2002, hein, voilà l'ancien site des aciéries avec le nouveau parc Eiffel Énergie. Donc je souhaite également apporter de la nuance, hein, à mon propos, parce que la politique de la table rase, hein, qui a été effectuée à Pompey, parce que tout a été rasé, n'a pas permis à une certaine mémoire ouvrière de vivre encore, et il n'existe plus aucun vestige des aciéries de Pompey sur le site. Néanmoins, certaines initiatives des pouvoirs publics tendent à rééquilibrer les choses et à montrer à la population de Pompey le passé industriel de l'entreprise. Donc, je vais finir rapidement sur le poste de ministre, hein, qu'a occupé Jacques Chirac. Donc, le changement de majorité et la venue de Jacques Chirac en tant que Premier ministre en mars 1986 confirme, hein, l'action gouvernementale de la Lorraine envers la conversion industrielle. Donc, Jacques Chirac a été confirmé, hein, dans son action. En 1988, Jacques Chirac a le sentiment du devoir accompli, hein. Pour lui, il a usé de tous les ressorts de la reconversion. Et c'est en mai 1988, après la réélection de François Mitterrand, que Michel Rocard lui propose d'entrer au gouvernement afin de poursuivre sa mission en tant que ministre délégué à l'aménagement du territoire
auprès du ministre de l'Industrie. Donc, l'action de Jacques Chirac a convaincu les milieux gouvernementaux qu'il ne peut y avoir développement économique et industriel sans aménagement du territoire de façon décentralisée, en prenant en compte les équilibres infraterritoriaux et en créant des dynamiques entre agglomérations et bassins ruraux, tout en ayant une projection européenne. Donc, sa vision trouve des appuis, comme François Mitterrand, qui voit en sa conception de l'intercommunalité une idée intéressante qui aura des suites dans les travaux des gouvernements successifs. Donc, le ministre réunit autour de lui les ministres de l'Intérieur, du Travail. Ensemble, ils composent le GIDEL, le groupement interministériel du développement local. Ce groupement produit un rapport qui sert à un débat à l'Assemblée nationale. Ce rapport s'intitule « Une nouvelle étape pour l'aménagement du territoire ». Donc, lors de ces débats, Jacques Chirac défend l'aménagement du territoire comme garant de l'avenir avec 4 objectifs: mieux insérer l'espace français dans l'Europe, réduire les déséquilibres, rendre les territoires plus solidaires et construire un développement régional décentralisé. Donc, ce débat aboutit et entraîne la multiplication des CIAT, qui sont des comités interministériels d'aménagement du territoire. Le premier se tient le 5 novembre 1990 et il définit 7 grands chantiers territoriaux, dont la région Grand Est. La vision de Michel Rocard et de Jacques Chirac entraîne un tournant dans la prise en compte du statut de l'aménagement du territoire et ça annonce les lois Pasqua, Voynet et Chevènement, ainsi que la loi de décentralisation de 2003. Donc Jacques Chirac reste au gouvernement jusqu'en mai 1991 et il quitte le gouvernement suite à un remaniement gouvernemental. Donc c'est à partir de 1988 et dans le cadre de son mandat de conseiller général du canton de Pompey que Jacques Chirac va chercher à dynamiser l'espace de Pompey qui va devenir l'ancrage de tout un développement territorial entre Metz et Nancy. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la restructuration du site sidérurgique de Pompey. L'objectif est de faire travailler les communes du bassin de Pompey tous ensemble. Étant donné la plus ou moins bonne coopération entre Metz et Nancy, Jacques Chirac se rend compte que l'espace géographique entre les deux villes bénéficie d'atouts stratégiques. Il mobilise beaucoup d'élus, dont son compagnon Yvon Tondon, compagnon de la CFDT, qui est maire de Pont-à-Mousson à ce moment-là, mais aussi des chefs d'entreprise, des syndicats et des associations locales. Le 8 juillet 1989, l'ADVMM est créée. Donc l'ADVMM, cela veut dire Association pour le développement des vallées de la Meurthe et de la Moselle. Donc c'est Jacques Chirac qui crée cette entité territoriale. Le but est de travailler au développement du bassin de Pompey dans la perspective d'initier une dynamique de territoire entre Metz et Nancy. Donc, la communauté de communes de Pompey sera sur pied au bout de 3 ans et l'ADVMM va regrouper 7 communautés de communes et va donner naissance au pays du Val-de-Lorraine créé par la loi Pasqua de 1995. Donc, ce pays du Val-de-Lorraine compte en 2010 104 communes, 8 intercommunalités et des partenaires socio-économiques, donc des associations, des entreprises. Aujourd'hui et depuis 2015, le Val-de-Lorraine est un PETR, donc, que vous voyez à l'écran, et il reprend à peu près les contours du Val-de-Lorraine. Cette initiative du Val-de-Lorraine connaît un précédent dans le canton de Colombey-les-Belles, où Michel Dinet a fondé en 1979 l'ADCC, Avenir et Défense du canton de Colombey-les-Belles, avec un regroupement de 31 communes. L'action locale de Jacques Chirac ne peut être différenciée de celle de Michel Dinet, car 20 ans avant la loi Pasqua qui instaure les pays, ces initiatives influencent ce que sera la logique de structure territoriale en Lorraine, à savoir une logique décentralisée et axée sur le développement des activités économiques et sociales. Donc c'est une idée que Jacques Chirac défend en tant que conseiller général du canton de Pompey de 1988 à 1992, aux côtés de l'un de ses plus fidèles amis, Michel Dinet, instituteur de formation, syndiqué aux SGEN-CFDT, conseiller général de Meurthe-et-Moselle de 1978 à sa mort et président de ce conseil départemental de 1988 à 2014. Pour eux, pour ces deux hommes, l'importance de cette dynamique locale ne peut se faire sans une dynamique sociale et participative du citoyen. L'important est pour eux de faire avancer les territoires
parfois à contre-courant, mais au moyen d'un discours vrai, franc, en faisant abstraction de toutes les convictions politiques pour servir l'intérêt général des Lorrains. Donc, pour conclure, il est difficile de condenser une vie au service des autres en ces quelques minutes. L'engagement de Jacques Chirac a le mérite d'avoir été franc, sincère, sans langue de bois, en mettant les sidérurgistes devant la réalité d'une situation qui était en mutation depuis les années 60. La figure de Jacques Chirac peut illustrer la notion de globalité que l'on retrouve dans l'engagement syndical de certains militants de la CFDT et Sidérurgie Lorraine au service de la préservation des équilibres économiques et sociaux des territoires. La singularité du parcours de ce dernier est un parfait exemple de cette globalité, tout comme le sont le parcours d'Yvon Tondon, d'Antoine Troglitch, de Roger Brich, ces derniers ayant souhaité poursuivre leur engagement militant et citoyen dans des fonctions politiques locales, nationales et voire européennes. Il existe aujourd'hui un héritage Jacques Chirac incarné dans le Val-de-Lorraine. L'exemple de celui-ci et de celui de ses camarades atteste d'une particularité, celle d'une expérience syndicale française et lorraine, où l'engagement revendicatif traditionnel s'est élargi vers un syndicalisme de proposition, qualifié de réformiste à l'époque, à contre-courant d'autres centrales syndicales et n'hésitant pas à franchir la frontière avec la politique. Les liens avec des hommes politiques nationaux comme Jacques Delors ou Michel Rocard prouvent l'existence d'une sphère intellectuelle et politique qui a influé sur la pratique et le crédit accordé à ce nouveau syndicalisme et à cette façon de faire de la politique au plus près du citoyen et des réalités économiques et sociales des territoires. Alors d'autres aspects auraient eu le mérite d'être étudiés de façon approfondie, comme l'implication de Jacques Chirac dans le secteur international aux côtés de son ami Roger Brich, où ils ont pu être en contact avec de grands leaders syndicaux et politiques de ce monde, à savoir Lech Walesa ou Lula au Brésil. Donc le parler vrai de Jacques Chirac lui vaudra de nombreuses critiques, mais il reste également gravé dans la mémoire de ses camarades. Nombreux sont ceux qui retiennent son investissement pour le devenir et la réussite de la Lorraine, de gauche comme de droite. Gérard Longuet, sénateur des Républicains, dira de lui que c'était un opposant responsable. François Hollande, président de la République de 2012 à 2017, salue son engagement. Je cite, « Dans toutes ses fonctions, il n'a jamais cessé d'être un militant comme son fils François. » Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai un peu dépassé le temps, mais voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, pour cette riche intervention. Je vous ai envoyé un lien dans le chat. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de prendre le temps de répondre. C'est un très court questionnaire qui fait une petite dizaine de questions afin de savoir ce que vous avez pensé de la réunion et ce qui va nous permettre en fait, de nous améliorer pour le futur. On va passer à la partie questions si vous le voulez bien. Deux solutions. Les participants peuvent écrire leurs questions dans le chat et je me ferai le relais de la question à Pierre. Ou bien interpellez-moi sur le dit chat et je vous donnerai la parole si vous avez un micro et si vous avez surtout envie de parler un petit peu avec Pierre. Voilà. Alors, je vais peut-être pouvoir lancer une première question, Pierre, si tu veux bien y répondre. Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette espèce de passion? Pourquoi nous parler précisément de ce personnage? Alors, tout d'abord, Jacques Chirac, c'est un personnage central de mes recherches, comme je l'ai dit en introduction. Et c'est vraiment son parcours syndical reflète complètement mes recherches en doctorat. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre mon nez dans les archives de la CFDT, quand j'ai commencé à explorer un peu ce que la CFDT a fait en termes de reconversion industrielle, les propositions qu'elle a faites, ça m'a intéressé de travailler davantage sur Jacques Chirac. Et je trouve que la passerelle entre reconversion industrielle et aménagement du territoire, hein, le basculement un peu politique est très intéressant à étudier. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer ça aujourd'hui, puisque Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui a été extrêmement décrié hein, à l'époque. Hein, la CFDT et Jacques Chirac avaient beaucoup d'ennemis. Et c'était une volonté de rendre un peu hommage à ce personnage, parce que
du début jusqu'à la fin, en fait, il a eu une action syndicale et politique franche. Et c'est ce que certains militants et certaines personnes qui l'ont connu m'ont énoncé, hein, puisque j'ai interrogé certains de ses proches et j'ai trouvé intéressant ce franc-parler, cette franchise. Voilà, le fait de mettre, de mettre les choses au clair dès le départ. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai voulu en faire part à un public très large parce que je pense que les Lorrains et les Français méritent de connaître un peu plus Jacques Chirac. Voilà, s'il y a d'autres questions, je peux éventuellement y répondre. Je n'ai pas tout à fait entendu la fin, je m'excuse pour le coup. On va voir s'il y a une autre question. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Est-ce que tu aurais peut-être éventuellement une petite biblio, quelque chose, des ouvrages vraiment, entre guillemets oui, j'avais préparé une petite bibliographie pour aller plus loin sur le sujet. Je n'arrive pas à... C'est bon. Voilà, il y a une petite bibliographie hein, et vous pouvez retrouver la trace écrite hein, de mon intervention dans cet ouvrage-là, Le Grand Est, 1870-2019, Force et culture politique, où voilà, j'ai rédigé un article qui reprend un peu les grandes lignes de ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Apparemment, il y a une question. Il y a plusieurs questions. Alors, on a deux petites questions dans le chat. Il y en a une de M. Pierre Sertoff qui nous demande quelle est la mémoire de Jacques Chirac aujourd'hui dans les conflits syndicalistes ou dans les syndicats? Alors, bonne question. Alors, je sais qu'à l'intérieur de la CFDT, notamment de la FGMM, hein, la Fédération Générale Mine Métallurgie, c'est quelqu'un qui est encore très présent dans la mémoire. C'est quelqu'un qui est en plus, son fils a été secrétaire général hein, de la CFDT, donc les Chérèques sont encore très présents dans la mémoire de la CFDT. Dans les conflits syndicaux récents, je dirais qu'il y a une forme de filiation hein, avec ce qui s'est passé à Florange hein, en 2011, 2012, 2013, où la figure d'Édouard Martin a été reconnue. On peut y voir une forme de Jacques Chirac. Et je pense que la mémoire de Jacques Chirac, maintenant, on pourrait plus l'associer à ce qui est fait en termes de développement territorial que dans les conflits syndicaux, puisque, mis à part le conflit syndical, enfin, ce qu'il y a eu à Florange en 2012, il n'y a pas eu de gros conflits là, ces dernières années en Lorraine hein, pour la sidérurgie. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans les mémoires. Alors, qui est encore dans les mémoires côté CFDT, mais qui est aussi encore dans les mémoires côté CGT, parce que moi, je me souviens avoir voulu contacter un responsable CGT en Lorraine et pour lui expliquer un peu mes recherches hein, et ce que je voulais faire dans mon doctorat. Et quand j'ai énoncé les mots CFDT et Jacques Chirac, on m'a tout de suite fait un scandale. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est encore décrié. Mais justement, je pense que les recherches que j'ai entreprises, notamment autour de la reconversion à Pompée, permettent peut-être de nuancer tout ça et permettent peut-être d'assainir un peu ce qui a été dit concernant la reconversion industrielle de la sidérurgie lorraine, parce que il y a eu beaucoup de négatifs hein, à Pompée. Hein. Pompée a été déchiré en deux hein, sur cette question. Et je pense que maintenant, il est temps d'avoir une vision un peu plus apaisée, une vision un peu plus nuancée et permettre de travailler. Certes, il faut travailler sur la sidérurgie lorraine, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la reconversion pour envisager une globalité la globalité du sujet, parce que ça permet d'apaiser un peu, d'apaiser tout ça. Et je pense que la figure de Jacques Chirac, il faudrait essayer davantage de la mettre en avant. C'est ce que j'ai fait dans mes recherches, justement, et c'est ce que j'espère continuer à faire
dans les années futures. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est encore présent, positivement et négativement, mais il faut réussir à apaiser tout ça, apaiser le négatif, puisque la Lorraine est encore sur ce, elle est encore dans son inconscient collectif, hein, sur cette fracture, hein, liée à la désindustrialisation de la sidérurgie. Et je pense que maintenant, il est temps de voir le passé de façon apaisée, et il est temps aussi de voir l'avenir, parce que l'avenir est aussi important. Et essayer de travailler sur la mémoire d'une industrie lorraine, ça me paraît essentiel. Donc là, j'en appelle aux responsables politiques de notre région. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant il est temps d'apaiser ce sujet. Alors, il y a une autre question, je crois. Qui serait le Jacques Chirac d'aujourd'hui? Alors, c'est difficile, c'est difficile de dire ça, puisque Jacques Chirac, c'est quelqu'un, c'est une entité à part, hein, c'est un individu. Hein. Je pense qu'on pourrait voir en Édouard Martin ce franc-parler, hein, cette espèce de dire les choses cash, hein, parce qu'on a vu beaucoup Édouard Martin lors du conflit de Fleuranges dire les choses cash, hein, face à Arnaud Montebourg, face à François Hollande. On a vu hein, Édouard Martin pris aux tripes hein, lorsque on apprend qu'il n'y aurait pas de nationalisation hein, du site de Fleuranges. Donc je pense que c'est une personne qui, ce sont des militants en fait, ce sont des militants qui prennent aux tripes les choses. Et je pense qu'on peut voir un Jacques Chirac en Édouard Martin, mais je pense qu'il y a aussi tout un pan politique local. Et je pense qu'il faudrait aussi voir des petits bouts de Jacques Chirac et de Michel Dinet, hein, parce que je pense qu'il faut aussi voir Michel Dinet en Meurthe-et-Moselle. On peut y voir des petits bouts de ces gens-là chez nos responsables politiques locaux. Notamment, hein, on a toujours dit que Mathieu Klein était le fils spirituel de Michel Dinet. Donc, je pense qu'on peut y voir chez certains politiques locaux quelques traces de Jacques Chirac ou de Michel Dinet. Mais encore une fois, hein, ce sont des entités à part. Hein, et voilà, c'est tout ce que je peux dire à cette question. Je crois qu'il y a une autre remarque. Il y a une filiation avec l'investissement de la CFDT Grand Est dans la conférence régionale, vieille revendication de la CFDT qui est en passe d'aboutir. Aujourd'hui, il va falloir penser à la reconversion de l'industrie automobile comme la sidérurgie par le passé. Alors là, je suis d'accord avec vous, surtout que sidérurgie et industrie automobile est étroitement liée, puisque le site de Florange continue à produire de l'acier pour l'automobile, notamment au travers de l'acier Usibor, hein, qui est un acier made in Florange. Donc, surtout avec la crise sanitaire que l'on a connue et ce qui va se profiler pour l'industrie automobile, je pense que je suis assez d'accord avec vous, il va falloir essayer de reconvertir cette industrie, essayer peut-être de procéder à des méthodes de reclassement et de formation à l'instar de ce qui a été fait dans la sidérurgie. Mais il faut aussi que les organisations syndicales, les décideurs politiques prennent en compte ce qui s'est passé dans la sidérurgie. Hein, comme j'ai pu le montrer à Pompée, hein, il y a quand même eu, si on peut le voir hein, sur ce schéma, ce piège de la capitalisation directe, où là, on a donné 2 ans de salaire aux sidérurgistes qui avaient perdu leur emploi et on les a laissés dans la nature tout seuls pour se reconvertir. Donc ça, c'est peut-être la capitalisation directe, c'est peut-être un élément négatif hein, de la reconversion à Pompée. Et donc, je pense que si il y a reconversion dans le secteur automobile, ce qui me paraît franchement plausible, il va falloir que les responsables syndicaux et politiques prennent en compte ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est en ça où mes travaux et les travaux d'autres universitaires qui travaillent sur cette question peuvent apporter une réponse sociale à ces problèmes actuels. Il ne faut pas voir
la recherche scientifique en histoire comme une recherche qui n'est pas, je dirais, bankable, hein. C'est un peu c'est un peu ce qui est actuel en ce moment. C'est qu'on pense que l'histoire, c'est du passé et que on ne reviendra pas dessus. Mais les chercheurs en histoire, hein, les chercheurs en histoire contemporaine, qui justement travaillent sur ces questions de reconversion industrielle, ont des réponses à apporter, des réponses sociales, des réponses politiques, peut-être aussi des réponses historiques et économiques aux problèmes du temps. Je pense qu'il va falloir aussi que certains responsables viennent nous parler, viennent s'intéresser à nos travaux pour peut-être élaborer une politique de reconversion. Alors, bah écoutez, merci. On va conclure Alors, il ici. y a encore une autre remarque. Il y a une autre remarque. Excuse-moi, Pierre. Je t'en prie, je ne t'entends plus en fait. C'est pour ça. Je fais un... Alors, il y a deux remarques. Donc, de Sandrine Marx qui dit les vallées de la Fensch et de l'Orne sont des contre-exemples de ce qui s'est passé à Pompée, idem dans le bassin houiller. Alors, là-dessus, je suis assez d'accord. Peut-être aussi parce que alors, dans le bassin houiller, c'est un peu différent. Parce que il y a eu davantage de. Alors ça, c'est les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, notamment dans le cadre de la mémoire industrielle. La reconversion, c'est beaucoup mieux, a été beaucoup plus positive et élaborée que dans le bassin houiller, que dans le bassin sidérurgique. Là, vous parlez des bassins de la Fensch et de l'Orne. Dire que ce sont des contre-exemples parce que ça a passé à Pompée, oui, parce que à Pompée, il y a eu une politique de la table rase. On a voulu faire disparaître l'entité sidérurgique. Hein, c'est la fameuse formule qu'avait eu Jacques Chirac à l'époque. Il faut ôter les hauts fourneaux de la tête des Lorrains afin de justement de permettre à de nouvelles activités industrielles de se mettre en place. Donc, il y a des différences entre les bassins et justement, je le dis dans ma thèse, hein, je ne fais pas une concurrence entre les bassins. J'ai axé principalement sur Pompée, mais c'est vrai que les méthodes de reconversion ont été sûrement différentes selon les acteurs politiques et syndicaux en place dans ces bassins. Alors, je vais rebondir sur les autres remarques. Vincent Ferry, ben je réponds à l'invitation. Pourquoi pas envisager une conférence cet été ou juste après ma soutenance de thèse, hein, qui aura lieu au mois de septembre. Donc, je n'oublie pas Neuve Maisons, qui est toujours dans ma tête, rassure-toi. Et je rebondis sur la, Bon, sur la remarque de Jean-Luc on va Collin. être obligé de s'interrompre ici parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Merci encore pour la conférence. Alors, j'ai quelques petits soucis de son, je ne t'entends pas, je suis vraiment désolé. Je tiens vraiment personnellement à te remercier et puis à remercier aussi tous nos participants. Et puis, je les invite tous, si vous souhaitez encore une fois voir Monsieur Tousneau sur Zoom, je vous donne rendez-vous demain soir. Il vous retrouvera à 18h, non pas en tant que conférencier, mais en tant que modérateur de la conférence de Monsieur Jean-Baptiste Guégan qui s'intitule Géopolitique et sport, un sujet radicalement différent, mais qui vous sera présenté, qui, je suis certain, sera vraiment extrêmement intéressant. Pierre, encore merci. Désolé pour tous les petits pépins de la réunion. Je m'excuse encore aussi auprès des participants. Je vous souhaite à tous de passer une très agréable soirée, pardon, et je vous dis à très bientôt sur le printemps de l'histoire-géographie. Merci à vous. Merci à tous les participants.